donc dans LCI et vous, Marine Le Pen était en Bretagne, dans une ferme hier. La candidate engrange. Jamais dans l'histoire de son parti, le FN n'a été si proche de l'Elysée dans les enquêtes d'opinion. Mais il y a, dit-on, un plafond de verre. Alors premièrement, est-ce que c'est toujours vrai? Ce plafond est-il toujours solide? Comment peut-elle faire pour le faire sauter? On va en parler avec mes invités du jour. Mais d'abord, donc, on va l'écouter, la candidate, hier soir en Bretagne. Non, j'ai dit que c'était une terre de mission. Ça ne l'est plus aujourd'hui puisque nos scores sont de plus en plus spectaculaires et la poussée est telle qu'on rejoint quasiment la moyenne nationale, alors que c'est vrai que ces terres de l'Ouest ont été pendant longtemps des terres où nos idées avaient du mal à être entendues. Donc je ne peux que me réjouir de cette situation et espérer que les élections présidentielles marqueront un nouveau seuil atteint. Bonjour Aymeric Merlot, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller régional Front National des Pays de la Loire, vous êtes responsable du FN en Anjou. À vos côtés, Yves Maricane, bonjour à vous, directeur des études politiques chez ELAB. Et puis Jean-Claude Jaillet, vous êtes là aussi, journaliste à Marianne. Bonjour à vous tous. On vient de l'entendre, Marine Le Pen dire ça n'est plus une terre de mission, la Bretagne. Est-ce que du point de vue du sondeur, c'est vrai, ça n'est plus une terre de mission, la Bretagne? Marine Le Pen, elle a raison et tort à la fois. C'est-à-dire que la progression du Front National au cours des dernières années, que l'on a vu notamment à l'occasion des scrutins intermédiaires, les élections européennes ou les élections régionales, montre bien que le Front National a connu une poussée nationale. Donc il reste fort dans ses zones de force historiques, à savoir notamment le couloir rhodanien, la région PACA, un large quart nord-est. Mais la progression du FN, elle s'explique aussi par la poussée du vote FN, notamment surtout l'arc atlantique, la France de l'Ouest, qui pendant très longtemps, effectivement, était décrite comme une terre de conquête pour le Front National. En revanche, on voit toujours que les écarts restent très prononcés entre, pour schématiser, la France de l'Ouest et la France de l'Est. Mais effectivement, il est probable que pour cette élection présidentielle, si ce que l'on mesure aujourd'hui au niveau national devait se vérifier dans 3 semaines, Marine Le Pen, elle serait à des niveaux sans doute inédits, notamment en Bretagne, peut-être pas à 20%, mais pas loin, donc en dessous de son niveau national, parce qu'effectivement, sur la France de l'Est, elle sera sans doute quelque part pas loin des 30%. Donc il y a toujours cet écart qui se maintient, mais la poussée, effectivement, elle est générale. Proportionnellement, la poussée est générale. Jean-Claude Jaillet, on est d'accord que la Bretagne, a priori, est toujours une terre socialiste? C'est une terre socialiste, mais c'est aussi une terre agricole. Et c'est pas du tout un hasard si Marine Le Pen a fait ce meeting hier très, très mis en scène dans une ferme avec des bottes de paille. C'est-à-dire qu'il y a un problème, la Bretagne a un problème avec les agriculteurs. C'est là précisément où le discours des oubliés, en direction des oubliés, a le plus de chances de prendre. Donc effectivement, la Bretagne ne peut pas se limiter aux agriculteurs, mais néanmoins, comme Marine Le Pen a une campagne extrêmement marketée avec une segmentation extrêmement précise et particulière et très réfléchie et au fond assez efficace de son électorat, elle cible là précisément l'agriculture. On est vraiment dans la cible. On est vraiment dans la cible. En plus, c'est une agriculture qui est en crise. C'est là où il y a la crise du lait, c'est la crise de l'élevage. Et c'est là où son discours en direction des agriculteurs victimes de la PAC et victimes de la mondialisation et du commerce international a le plus de chances de marquer de points. Donc il faut quand même faire une distinction entre la Bretagne dans son ensemble, qui est quand même assez urbaine. Il y a des grandes métropoles en Bretagne, et cette Bretagne de l'agriculture en direction desquelles elle est en campagne. Aymeric Merlot, c'est le symbole de la France des oubliés, puisqu'elle se dit la candidate de la France des oubliés, de la politique. Je dirais pas forcément ça. C'est vrai que notre progression a été spectaculaire en Bretagne et en Pays de la Loire. Moi, je suis élu de Pays de la Loire. On n'avait pas pu intégrer le conseil régional depuis 10 ans dans ces régions. Donc, c'était un vrai succès de pouvoir y retourner. Maintenant, ce sont des territoires qui... aujourd'hui, quand même, sont plutôt des territoires préservés. Les Pays de la Loire, on y vit bien. C'est d'ailleurs la meilleure qualité de vie, par exemple, en France, selon les enquêtes. On a peu de chômage, etc. Donc, c'est plutôt des territoires qui se portent bien. Maintenant, effectivement, sur la question agricole, pour nous, elle est centrale. Parce que aujourd'hui, d'une part, on a des réelles difficultés en raison du système européen qui a été mis en place, qui mène à des disparitions d'exploitation, à des suicides aussi d'agriculteurs. Donc on parle aussi de drames humains. Et derrière, surtout, nous, par exemple, en Maine-et-Loire, 40% de l'emploi industriel est lié à l'industrie agroalimentaire. Et donc, si on n'a plus d'élevage de porc en Bretagne, en Pays de la Loire, pourquoi des abattoirs, des
des usines ou des productions agroalimentaires. Pour faire survivre tout ça. C'est pour ça qu'elle cible là-bas, en fait. C'est exactement. De toute façon, je veux dire, notre analyse sur la politique agricole commune, elle est maintenant assez ancienne. D'ailleurs, c'est un problématique qui n'a pas changé entre 2012 et 2017. Alors, elle continue sa visite aujourd'hui. Elle est à Concarneau aujourd'hui. Et Noé Gandillot est à ses côtés, suit ce déplacement. Encore une fois, une terre qui n'est pas forcément acquise à sa cause. Noé Gandillot. Oui, Marine Le Pen de retour sur ses terres d'origine, puisque nous sommes ici à moins d'une centaine de kilomètres de la Trinité-sur-Mer, ville d'origine de son père, Jean-Marie Le Pen. La présidente du FN qui va se balader sur un marché de Concarneau, juste en face de la ville close, cité fortifiée du XVe siècle. C'est typiquement le genre de visite, de déplacement qu'elle affectionne tout particulièrement, Marine Le Pen, puisque cela met en avant le patrimoine français, culturel français, qu'elle met si souvent en avant. Marine Le Pen qui rencontrera ensuite des pêcheurs dans le nord de la Bretagne, elle qui a organisé une grande réunion publique, un grand meeting hier dans une ferme d'éleveurs de porcs. En tout, 2 jours complets pour Marine Le Pen en Bretagne. Jamais la présidente du FN n'avait passé autant de temps lors de cette campagne dans une seule région de France. Et c'est la preuve que la Bretagne, réputée de gauche, longtemps réputée une terre hostile aux idées du Front National, est désormais une terre de conquête pour Marine Le Pen. Mais au-delà de la Bretagne, c'est tout l'ouest de la France que Marine Le Pen convoite, regarde avec gourmandise. Elle qui était au Sable d'Olonne en début de semaine et qui terminera cette semaine par un grand meeting à Bordeaux dimanche. Voilà, grand meeting à Bordeaux dimanche. D'ailleurs, c'est assez amusant, Claude Jayette, de voir que Marine Le Pen passe de grandes villes, de grandes métropoles comme Bordeaux, à des petits villages. Hier, ce village de Bretagne, c'est un village de 800 habitants. C'est stratégique, ça Moi, je trouve que c'est très stratégique, effectivement. Elle cible à chaque fois ses discours en fonction de l'endroit où elle se trouve. Quand elle est dans les grandes métropoles comme à Lille, la semaine dernière, elle fait un discours, elle construit un discours sur l'identité, sur la souveraineté, extrêmement large, extrêmement théorique, peut-être un peu trop d'ailleurs pour son électorat, peut-être un peu complexe, un peu trop théorique. Parce que notre électorat n'est pas capable de comprendre les choses complexes. Mais c'est pas une question de complexité, c'est très dans les concepts très conceptuels sur les questions de souveraineté. Et d'ailleurs, on voit bien à la réaction du public que ça passe pas si bien que ça. C'est pas. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle a le meilleur dans ce meeting taux de Lille, certitude de vote. Précisément dans ce meeting de Lille, on n'avait pas le même enthousiasme qu'on a pu connaître dans d'autres campagnes précédentes, voire même au début de sa campagne. Et puis mais c'est très subtil comme manière de mener campagne. Et puis à côté de ça, à côté des grandes métropoles, elle a une campagne dans des petites villes. Elle était dans le Gers il n'y a pas très longtemps, à Châteauroux, là dans cette ferme. Et on voit bien que ça correspond à une construction d'image qui lui permet de ratisser le plus large possible, à la fois dans les métropoles, auprès d'un public qui lui est acquis, et à la fois dans un autre où elle va chercher au plus près des gens, à construire cette image de proximité qu'elle recherche. Émeric Merlot là-dessus, parce que il est clair qu'on a des meetings dans des grandes villes et puis des rendez-vous dans des petits villages. L'objectif n'est pas le même. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, quand on fait un meeting à Lille ou à Nantes, ce sont des habitants de toute la région qui viennent. Et d'ailleurs, à Nantes, j'en sais quelque chose. Nous, on avait fait partir des bus d'Angers, de Saumur. Il y a plus etc. de citadins, on ne s'adresse pas forcément au même public. Voilà, c'est sûr, mais évidemment, de toute façon, on est dans une élection présidentielle, on cherche à s'adresser à tous les Français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la force de Marine Le Pen, c'est de pouvoir effectivement réunir 2000 personnes dans un petit village au centre de la Bretagne. Un village de 800 personnes. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même doubler la population à l'occasion de ce meeting, même plus en réalité, et de réussir des grands succès avec des meetings dans les grandes métropoles. Il y aura Paris, il y aura Bordeaux, il y aura Marseille, et il y a eu Lille, Nantes, Metz. Donc voilà, on arrive à aller à peu près partout. C'est vrai que c'est nouveau parce qu'en 2012, c'était difficile pour nous d'avoir des meetings dans l'Ouest, par exemple. Donc, alors justement, puisqu'on parle de la France rurale, en ce moment c'est ce qu'elle cible, donc la France rurale, la France des oubliés. Je disais tout à l'heure, l'autoproclamée candidate de la France des oubliés, c'est un peu... Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pas autoproclamée parce qu'en réalité, c'est la France des oubliés qui vote pour elle, donc on les représente. D'accord. Alors, en tout cas, c'est le fil rouge de sa campagne et elle l'avait dit dès septembre dernier. On va l'écouter, on vous a ressorti une petite archive. Brachet, c'est un petit échantillon du peuple, mais à travers qui je peux m'adresser au peuple tout entier pour dire mon attachement à la France rurale, la France de nos terroirs, à cette France oubliée et pourtant généreuse et travailleuse, celle qui n'encombre pas les titres du 20h
celle qui souffre en silence, celle qui paye sans rien dire, celle qui subit sans casser, mais reste fière et n'abdique pas. Marie-Canne, on vous a ressorti une petite, le sondage Cevipof d'il y a quelque temps sur le vote des agriculteurs. On est un peu dans une déclaration à la Trump, là, la France des oubliés, la France qui ne parle pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous commenter ça? Les intentions de vote alors des effectivement agriculteurs. des intentions de vote donc, du Cevipof auprès des agriculteurs. Alors les agriculteurs numériquement aujourd'hui c'est 1,5% de la population, donc c'est pas déterminant d'un point de vue du poids électoral. Oui. En revanche, c'est révélateur finalement de la dynamique du Front National dans les territoires où les agriculteurs sont des relais d'opinion qui sont quand même très importants. Dans cette France rurale effectivement dont on parle et dont on oublie qu'elle pèse quand même pour près d'un quart des votants dans une élection présidentielle. Donc ça fait beaucoup de monde sur 46 millions d'électeurs. Vous voyez, il faut quand même aller leur parler. Et dans une élection présidentielle, il n'y a pas des grands et des petits électeurs. Tous les Français sont sur un pied d'égalité et il faut aller chercher les Français là où ils sont. Donc c'est ce que fait Marine Le Pen à travers effectivement ces déplacements et l'alternance entre effectivement des meetings dans des grandes villes, des grandes métropoles et puis effectivement des villages en l'occurrence, parce qu'effectivement dans une campagne présidentielle il est important de parler à tout le monde. Et un vote égale un vote. Et un vote égale un vote et donc ça lui permet dans ce cas-là de parler à tout le monde, ce que ne font pas forcément tous les candidats ou en tout cas ce que ne donnent pas à voir tous les candidats. Moi, je suis frappé, par exemple, qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup, justement, dans cette France rurale, où on voit d'ailleurs qu'il y a une traduction en termes d'intention de vote, parce qu'Emmanuel Macron, il a un retard, aujourd'hui, sur Marine Le Pen et sur François Fillon, auprès de la France rurale. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point global sur les sondages? La dernière enquête est là, on a ressorti le premier tour, où on a, puisque vous parliez d'Emmanuel Macron, légèrement devant Marine Le Pen, et alors pour le coup, François Fillon loin derrière. Oui, alors on a une légère avance d'Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen, mais ceci étant dit, on est sur 1,5 point, donc autant dire qu'on est dans la marge d'erreur. Si le premier tour de la présidentielle devait avoir lieu ce week-end, il y aurait une vraie incertitude quant à l'ordre d'arrivée. En revanche, on voit bien que les deux favoris aujourd'hui, tout en précisant qu'il reste quand même 3 semaines d'ici au premier tour, ce sont effectivement Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et que relégué en 3e position, on retrouve toujours François Fillon, qui selon les enquêtes aussi entre 17 et 20%, donc ça veut dire qu'il est quand même avec un écart qui est assez significatif par rapport aux deux premiers, mais un écart qui peut être rattrapé en l'espace de 3 semaines. Il suffirait que François Fillon progresse de 2, 3, 4 points dans les semaines à venir et que dans le même temps, l'un des favoris commette un faux pas qui lui coûte un certain nombre de points pour que ça crée une véritable incertitude et qu'on se retrouve avec deux qualifiés qui ne sont pas ceux que l'on attend aujourd'hui. Alors justement, ceux que l'on attend aujourd'hui, justement, vous allez me dire ce que vous pensez de cette enquête, cette photographie plutôt de nos internautes et de nos téléspectateurs préparée par Gov. Regardez cette question qui a été posée. Pensez-vous réellement que Marine Le Pen peut se qualifier pour le second tour? Oui, à 81%. Alors Jean-Claude Jaillette, est-ce que finalement nous on se trompe en disant qu'elle sera forcément qualifiée? Mais il y a quand même des choses un peu inquiétantes. Il y a un élément, je trouve, très intéressant dans le sondage d'Elab. C'est pas tant les chiffres bruts, la photographie instantanée de la position dans laquelle elle se trouve, c'est l'évolution de sa position. Oui, on dit toujours. C'est-à-dire qu'elle était, vous le soulignez dans le commentaire de votre sondage, elle était à 28 en février, elle est à 24 aujourd'hui. Donc il y a un petit problème quand même dans sa campagne. Et ça me permet de revenir à la question des agriculteurs. Effectivement, elle s'adresse aux agriculteurs, et elle s'adresse de manière très juste, et elle peut pas faire autrement. Mais elle cible une petite partie de l'agriculture qui est l'agriculture des petits éleveurs, enfin des éleveurs en tous les cas, des producteurs de lait, des producteurs de fruits. Mais on voit bien, elle était devant la FNSEA hier. Ça n'a pas marché terriblement. C'est-à-dire que les agriculteurs de la FNSEA, les céréaliers, les agriculteurs des grosses entreprises familiales, puisque c'est quand même globalement la structure dominante de l'agriculture, ne sont pas très réceptifs à son discours. C'est-à-dire que d'un côté, elle dit « je vais vous sauver, je vais vous sortir de là, je vais vous redonner du revenu ». Bon, très bien, ça, les agriculteurs l'entendent. Mais est-ce que la solution qu'elle propose, qui est de sortir de la PAC et de renationaliser la PAC, correspond à ce qu'attendent
les agriculteurs. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire qu'elle est à la fois dans l'empathie avec un certain type d'électoral, mais pas crédible sur les solutions qu'elle apporte. Et je trouve que, et on peut le décliner sur un certain nombre de thèmes. La même chose quand elle dit on va remettre la France en ordre. Mais est-ce que... On parlera de l'euro tout à l'heure, parce voilà. que c'est assez intéressant aussi. Donc il y a ce problème de crédibilité qui fait que c'est pas forcément un plafond de verre qu'elle a du mal à dépasser, c'est elle est au-delà d'un électorat déjà convaincu, et on voit bien que dans la solidité des intentions de vote, ça se traduit de cette manière, puisqu'elle est à 80% quand Macron est à 45%. Elle a un socle extrêmement fort, qu'elle conforte, mais qu'elle a beaucoup de mal à dépasser parce qu'il y a quelque chose qui n'embraye pas réellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être forcément au second tour, mais elle ne se met pas dans une position favorable au second tour pour enjamber et voir gagner la présidentielle. Juste d'abord, je conteste totalement ce que vient de dire mon Ça ne m'étonne pas. Non, mais parce qu'on voit des intentions de vote records pour Marine Le Pen dans l'agriculture, et vous venez de nous dire qu'elle ne convainc pas les agriculteurs. Donc c'est quand même un peu... Quand on voit l'accueil qu'elle a reçu au sein de l'agriculture, j'ai eu la chance de pouvoir l'accueillir. La question qui se pose, c'est Marine Le Pen sera peut-être, sans doute, on verra bien ça le lendemain du premier tour, mais en tout cas qualifiée pour le second tour. Oui, pour transformer l'essai, il va falloir élargir le socle. Voilà, comment est-ce qu'on élargit le socle? Mais je pense qu'en s'adressant à tous les Français qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont envie de changement et qu'ils ont envie de rompre avec les politiques publiques menées. Or, c'est d'ailleurs sur ce vote-là que s'est porté leur espérance, à la fois en 2007 sur un projet dit de rupture qui n'est jamais arrivé de Nicolas Sarkozy, puis un projet dit de changement de François Hollande qui lui aussi n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, on voit bien que Marine Le Pen est la seule candidate qui propose une vraie alternative. Donc si vous voulez, Emmanuel Macron, c'est la continuité. Quelque part, lui se met il se présente comme étant du changement. Moi, je ne vois rien dans son programme qui soit vraiment du changement, à part du traquage fiscal, notamment des retraités avec la CSG. Mais c'est les mêmes solutions qui sont toujours opérées. Je peux vous poser une question, alors pour être honnête, qui m'a été soufflée par le service économie ici chez nous. Marine Le Pen, elle a fait tout son programme sur la sortie de l'euro. Enfin, vraiment, il y a quand même... Alors, c'est un peu plus large que ça. Il y a 144 Non, mais le programme économique, vous êtes d'accord avec moi, déstructuré par ça. Sur elle dit, pardonnez-moi, je finis ma question, elle dit... J'organiserai un référendum quand je serai arrivée à l'Elysée pour savoir si les Français veulent ou non sortir de l'euro. Si les Français disent non... elle l'a déjà indiqué. En fait, en réalité, plutôt quand elle se fait élire, elle va donc négocier auprès de l'Union européenne le retour de toutes nos souverainetés. Et ça ne concerne pas que la souveraineté monétaire, c'est aussi la souveraineté législative, la souveraineté territoriale, notamment avec le rétablissement des frontières en France, parce que c'est important aujourd'hui dans la mondialisation que l'on subit de pouvoir se protéger. Et ensuite, après avoir négocié avec ses partenaires européens, elle proposera par référendum aux Français de valider le fruit de ces négociations. Et s'ils ne valident pas? Eh bien, elle s'en ira de pouvoir, c'est ce qu'elle a dit, parce qu'elle ne pourra pas appliquer son programme, tout simplement. Parce qu'on a besoin de retrouver la souveraineté territoriale et législative. C'est-à-dire que là, elle demande aux Français de lui faire confiance, mais avec derrière un deuxième coup de poker. Mais parce qu'on entend faire cette campagne et on la mène au nom du peuple, parce qu'il est inadmissible aujourd'hui, et franchement, c'est vrai que peu de candidats en parlent, mais la trahison qu'ont subi les Français vis-à-vis du traité constitutionnel européen qui est passé en douce derrière avec le traité de Lisbonne, nous, on veut redonner la parole aux Français. Donc effectivement, ils se prononceront sur l'avenir de la France au sein de cette Europe que nous souhaitons, plutôt basée sur les États-nations et non pas vers une fédéralisation qui nous paraît complètement dépassée. Elle a parlé beaucoup au début de sortie de l'euro, puis maintenant on parle moins clairement de sortie de l'euro. Écoutez. La souveraineté monétaire, c'est le fait d'avoir une monnaie nationale. C'est de retrouver la liberté qu'offre une monnaie nationale. La souveraineté monétaire et économique qui nous permet d'agir directement au service de notre économie afin de retrouver notre souveraineté monétaire. Les Français seraient-ils incapables d'assumer leur souveraineté monétaire? Alors, Jean-Claude Jaillet, c'est assez intéressant parce qu'on avait parlé au début de sortie de l'euro, de retour de l'écu, de retour du franc, et là on est vraiment depuis quelques semaines plutôt sur la souveraineté monétaire, donc c'est un petit peu plus flou, ou en tout cas moins direct. Est-ce à dire que cette histoire de sortie de l'euro qui a bâti le programme économique, j'entends, de Marine Le Pen, ne peut pas être aussi à double tranchant pour elle, c'est-à-dire un peu un caillou dans la chaussure? Mais c'est toute la question de sa crédibilité. On voit bien, quand elle dit qu'elle va sortir de l'euro, quand son programme s'est structuré précisément et avec des mots aussi clairs que ça, que la sortie de l'euro, on voit bien que ça inquiète l'opinion, ça inquiète les retraités, ça a des conséquences sur le niveau, ça risque d'avoir des conséquences sur le niveau de vie des gens, sur le taux des emprunts. Donc ça inquiète le peuple auquel elle s'adresse, qui craint d'être atteint dans son niveau de vie. Donc et c'est la même chose dans d'autres domaines. On en a parlé de l'agriculture tout à l'heure, mais quand elle
elle explique qu'elle va sortir de l'euro aux patrons, qui soient du MEDEF ou des petites entreprises. Moi, je l'ai vu à la fois au MEDEF ou quand elle était devant devant l'association éthique, qui est un regroupement de PME. On voit bien que elle intéresse parce qu'effectivement, elle met le doigt là sur un certain nombre de problèmes de fonctionnement de l'Europe et de fonctionnement de la monnaie et des échanges. Mais on voit bien que dans les solutions qu'elle propose, elle inquiète. C'est ce que disent les gens à la sortie de ces réunions, à la sortie des réunions de la FNSEA, comme avec les agriculteurs, comme à la sortie des réunions du MEDEF, comme à la sortie des réunions des TPE. Sa personnalité, son volontarisme intéresse, mais les solutions qu'elle propose sont inquiètes et manquent de crédibilité. Il est là son problème. Et moi, j'ai l'impression quand même, qu'en regardant les sondages, et pas seulement ceux des labs, c'est que ça traduit précisément cette inquiétude-là et ce manque de crédibilité. D'ailleurs, quand il y a des sondages qualitatifs qui sont menés sur les qualités qu'on lui reconnaît, on lui reconnaît le courage, mais en même temps, on dit, oh là là, elle inquiète un peu dans ses... Est-ce que vous validez ça, Yves Maricanne? C'est effectivement ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion? Oui, effectivement, je pense que le discours de Marine Le Pen et son programme, qui est quand même très axé sur la question européenne, l'amène au moins en partie dans une impasse. Alors, je m'explique. Les Français, on le sait, sont très critiques aujourd'hui à l'égard de l'Union européenne. Et donc, le constat sur lequel s'appuie Marine Le Pen et le Front National est tout à fait valable. En revanche, sur les solutions, là, effectivement, c'est là où c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une idée force qui reste quand même majoritairement présente au sein de la population française, c'est que l'union fait la force. Et donc, la France, alliée à ses partenaires européens, pèse quand même plus lourd dans le concert des nations, dans la mondialisation, qu'elle ne pèserait toute seule, une fois finalement sortie de l'Union européenne ou sortie de l'euro. C'est ce qui a été dit quand elle était devant le MEDEF. Et donc, effectivement, ça peut être un facteur qui limite finalement sa progression, qui empêche toute dynamique, parce que c'est ça dont rendent compte les sondages aujourd'hui. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle a un socle électoral qui est important, qui est solide, mais qui ne s'élargit pas. Et c'est ça surtout que l'on mesure aujourd'hui, et que l'on voit bien d'ailleurs lorsqu'on regarde les enquêtes d'intention de vote dans le détail, à savoir que Marine Le Pen reste à de très hauts niveaux et très largement dominante par rapport aux autres candidats auprès des catégories populaires, et plus particulièrement des ouvriers, mais qu'en revanche, auprès des professions intermédiaires qui correspondent en fait au noyau dur des classes moyennes, là on voit bien qu'elle a plutôt tendance à baisser légèrement depuis maintenant quelques semaines, et je pense qu'effectivement le discours autour de l'Union européenne est sans doute un handicap pour elle, d'autant plus qu'on voit bien que sur la question de la sortie de l'euro, il y a effectivement des Français qui sont pour la sortie de l'euro, mais qui représentent aujourd'hui pas plus de 3 Français sur 10. Oui. Et ce qui me frappe beaucoup sur cette question, c'est que les 3 Français sur 10 qui se prononcent aujourd'hui pour la sortie de l'euro, ils ne sont pas plus nombreux qu'il y a 10 ans, avant le déclenchement de la crise financière et le déclenchement de la crise des dettes souveraines en Europe. C'était pas forcément le bon créneau pour elle. Ça, c'est une information, et ça, je pense que ça fait partie de ces signaux faibles dont on parle de temps en temps, qui permettent quand même aussi de comprendre, au moins en partie, les dynamiques ou les absences de dynamique électorale que l'on observe aujourd'hui. Alors, Aymeric Merlot, sur cette question, et je vais, pour appuyer ma question, vous montrer une autre question posée par Gov. Le programme économique de Marine Le Pen vous semble-t-il crédible? Les internautes répondent oui à 15%. Non à 85%. On est d'accord qu'il ne s'agit pas d'un sondage avec un panel tel que le font les sondeurs, mais ça donne quand même une photographie. Est-ce que cette histoire de sortie de l'euro n'est pas finalement plus un repoussoir que une mesure qui aurait attiré, comme le disait Yves Maricanne, finalement uniquement 3 Français sur 10 qui seraient pour la sortie de l'euro? Mais alors, il y a deux choses. D'une part, on parle beaucoup d'inquiétudes sur le programme économique. Une fois encore, il faut rappeler que là, nous n'avons jamais été aussi haut dans les intentions de vote. Nous sommes en progression spectaculaire depuis les élections présidentielles. Donc, j'ai envie de dire, on convainc de plus en plus. Et c'est tout notre... Sur le programme économique et sur la sortie. Et justement, c'est tout à notre honneur au niveau de la sortie de l'euro de ne pas changer d'un iota, parce que finalement... Enfin, la sémantique, elle a changé quand même. Mais une sémantique, ça ne change rien au fond du problème. Et l'analyse de notre problème, ou des problématiques plutôt posées par l'euro et l'Union européenne de manière générale, ce constat, il est dressé depuis longtemps. Alors effectivement, on cherche à sans doute à faire preuve de plus de pédagogie, essayer d'expliquer au mieux, avec différents angles, en quoi la sortie de l'euro va créer de la croissance dans notre pays. Et c'est quand même ça l'objet de ce débat, c'est de comment réunir les conditions économiques pour créer de l'emploi dans notre pays. Parce que j'entends bien le MEDEF qui n'est pas d'accord avec la sortie de l'Union européenne, mais forcément le MEDEF, ils engrangent des milliards de dividendes cette année, les records au CAC 40 de dividendes. Et quelque part, on n'a jamais eu autant de chômage en France. Non, mais je veux dire, voilà, c'est quand même la réalité économique aujourd'hui. Mais justement, elle est en tête d'intention de vote chez les petits chefs d'entreprise. D'économistes
économistes, qui ne sont pas forcément politisés, disent honnêtement que ce n'est pas tout à fait réaliste. Mais on ne va pas rentrer dans le débat. Mais est-ce que le débat économique de Marine Le Pen, on en a déjà fait une émission par contre, est-ce que cette question avait été posée à l'époque pour François Hollande quand il était candidat? Est-ce qu'on a pu constater aujourd'hui les résultats de la politique économique de François Hollande? Bon voilà, donc à un moment aussi, la science économique... Ça veut dire qu'on a testé ça, on n'a jamais testé Marine Le Pen, il faut tester Marine Le Pen. Tout à fait, c'est ça que vous dites, en mais fait. bien sûr, testons des solutions nouvelles. Je pense que c'est un peu... Dernière problématique, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut donc enjamber, enfin pas enjamber, mais il faut donc transformer l'essai pour le deuxième tour. Quelle réserve de voix avez-vous? Tous les Français qui pourront se réunir autour de la candidature de Marine Le Pen. Certes, Philippe de Villiers, on a déjà parlé. On en parle, on dit qu'il pourrait, et puis ça en est où? Il a déjà effectivement pu valoriser la stature présidentielle de Marine Le Pen. Moi, je pense qu'évidemment, compte tenu de tous les ouvrages qu'il a pu rédiger ces derniers mois, qui sont quand même très portés sur la question identitaire en France, qui est quand même une des questions aussi centrales, au-delà de l'économie, de cette campagne présidentielle, même si on sent bien qu'il y a un glissement vers le terrain économique pour un peu masquer les problèmes sous le tapis. Mais effectivement, moi, je pense que Philippe de Villiers appellera, je l'espère, à voter Marine Le Pen. Elle voudrait sa présence à un meeting, par exemple? Elle le souhaite? C'est en discussion? Ça, franchement, objectivement, je ne suis pas du tout au courant. Mais une fois encore, le ralliement de personnalité, c'est intéressant. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le ralliement des Français. C'est le ralliement des Français, parce qu'une majorité de Français, même si Philippe de Villiers, j'en serais très heureux de son soutien, ce n'est qu'une voix. Donc d'ailleurs, c'est tout l'ensemble du corps électoral qui doit se porter sur une candidature de rupture. Mais pourquoi 25% des Français voteraient Marine Le Pen au premier tour pour être plus de 50% au deuxième tour? Mais pourquoi 20% qui voteraient pour Emmanuel Macron voteraient plus de 50% au second tour? Parce qu'il y a des réserves de voix. Mais je pense que... je parle sous le contrôle du sondeur, mais... Mais je pense que moi, le moteur électoral des Français, c'est une envie de changement. Et comme je vous en ai fait la démonstration, elle est née en 2007, en 2012, et ces changements ne sont jamais arrivés. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui incarne ce changement. Et c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir effectivement un gros effet de déblocage. Parce que les gens ont envie de tester quelque chose de nouveau. Ils ont envie de rompre avec des pratiques qui sont quand même catastrophiques en termes de résultats, que ce soit en matière économique, en matière d'immigration. Donc ils ont envie de tester des nouvelles choses. On va écouter des militants justement qu'on a interrogés à la sortie du meeting de Marine Le Pen hier soir. On oublie les Bretons. Et je crois que Mme Le Pen, elle y pense. Ce que nous apporte Marine, c'est cette foi en nous, cette espérance. C'est un vote d'espérance, le vote Marine Le Pen. Il y a un espoir en Marine Le Pen, bien évidemment. On a un réel dynamisme pour Marine Le Pen et faut sortir du cadre du Front National. C'est vraiment Marine, c'est une candidate, c'est pas un parti qui se présente cette année et plus les années passent, et plus on a de jeunes, plus on a d'encartés. Et puis elle cible vraiment toutes les catégories sociales, donc c'est bien. Elle a la possibilité de nous amener ce qui nous manque et ce qui manque au pays, c'est-à-dire un renouveau. Voilà, alors on est à la sortie d'un meeting de Marine Le Pen, nous sommes bien d'accord. Dernière question, Gov, pensez-vous que la dédiabolisation du Front National n'est qu'une façade? Oui à 62%, non à 38%. Jean-Claude Jayette, les Français, ils ont besoin de changement, certainement. Est-ce que c'est Marine Le Pen qui peut, dans leur tête, incarner ce changement? Mais c'est vrai qu'il y a une vraie envie de rupture et on l'a vu et de chamboule tout dans la politique. Ça, c'est sûr. Particulièrement on l'a vu cette année. De tous les côtés. Le dégagisme. Cela dit, c'était extrêmement présent dans la campagne de 2012. Déjà, à la sortie du meeting, quand on posait les questions aux gens ou dans les meetings, on leur posait les questions sur qu'est-ce que représentait la candidature de Marine Le Pen. Il y avait exactement les mêmes réponses. Oui. C'est-à-dire, ils ont tous échoué. On l'a jamais essayé. C'est une femme, en plus, qui a du courage, qui réussit à s'imposer. Elle est jeune. On a envie d'essayer Marine Le Pen parce tous les autres ont échoué. Donc, on y va et on pense que c'est elle qui va nous sortir de là. Maintenant, la question, encore une fois, de la crédibilité se pose. Mais les ralliements, puisque je posais la question tout à l'heure, les ralliements, ils sont importants en termes de personnalité. Alors, on a évoqué Philippe de Villiers, on va parler... Mais quel ralliement? Justement c'est bien ça la question. Elle voudrait bien rallier Henri Guénaud. Il trouve que c'est pas tout à fait le moment. Elle voudrait bien rallier un certain nombre d'élus LR qui pourraient être proches de ses idées, mais qui, dès qu'elle commence à en parler, se détache. Il y a un vrai problème. Dupont-Aignan, c'est exactement la même chose. Il n'est pas prêt à faire une alliance. Il faut quand même l'entendre, Dupont-Aignan. Alors, Dupont-Aignan, justement. Quand il parle du Front National, il dit qu'elle est trop extrémiste, qu'elle est trop radicale, qu'il n'en veut pas. Enfin, il représente quoi, Nicolas Dupont-Aignan? C'est important, les 4, 5, 6% pour le coup, principalement pour cette présidentielle-là, ce sont des électeurs qui peuvent compter. Les 4%, ils peuvent être très importants. Oui, effectivement. Déjà le poids de Nicolas Dupont-Aignan peut compter au premier tour, parce que ça peut être les voix
qu'il peut gagner, en tout cas fédérer autour de son nom, ça peut coûter cher finalement à l'un des principaux candidats qui est dans la course pour la qualification pour le second tour. Et je pense notamment à François Fillon. On a bien vu que Nicolas Dupont-Aignan, il a quand même gagné 1 ou 2 points selon les dernières enquêtes qui sans doute pénalisent d'abord François Fillon. Et puis après, il y a l'enjeu du second tour, c'est-à-dire où vont aller les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Alors ça dépendra d'abord de l'offre de second tour, entre qui est-ce qu'ils auront à choisir. Mais lorsque l'on regarde aujourd'hui, par exemple, sur l'hypothèse qui apparaît la plus probable aujourd'hui, qui n'est pas certaine pour demain, mais qui est la plus probable aujourd'hui, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on voit qu'effectivement, il y a quand même un électeur sur 2 de Nicolas Dupont-Aignan qui pencherait plutôt en faveur de Marine Le Pen. Un quart irait vers la candidature d'Emmanuel Macron, et puis le dernier quart, lui, n'irait pas voter. Donc Marine Le Pen ne doit pas compter sur des soutiens d'entre-deux tours. De toute façon, a priori, il n'y aura pas de soutien d'entre-deux tours. Marine Le Pen, elle doit capitaliser ce que vous disiez sur les Français, quoi. Il faut aller au contact. Mais c'est en même temps le but de l'élection présidentielle, il me semble. Tout à fait. Donc il n'y a rien d'anormal à cela. Et j'ai envie de dire, évidemment, là aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan est en train de monter. Mais moi, je suis désolé, mais quand j'écoute Nicolas Dupont-Aignan, mais je veux dire, il a pompé tout notre programme. C'est ça la réalité. C'est que en quoi il se distingue Est-ce que ce ne serait pas un petit peu l'inverse? C'est ce que j'allais dire, parce que pour le coup, le programme économique du Front National, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été travaillé cette année, mais c'est sans doute la première fois, si je puis me permettre, qu'on a un programme aussi détaillé. Non, mais aussi détaillé et aussi travaillé. Parce que le parti aussi a beaucoup évolué en 5 ans. Moi, j'étais frappé sur le programme de Dupont-Aignan, parce que j'ai un peu regardé les choses. Le protectionnisme intelligent que mis en avant par Marine Le Pen, depuis 2012, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui l'a inventé il y a un certain nombre d'années. Donc qui pompe l'autre? C'est pas Nicolas Dupont-Aignan qui a inventé le protectionnisme. Un deuxième débat, et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc on va s'arrêter là, mais je vous réinviterai pour parler de tout ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir qui a récupéré le programme de l'autre.